Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux présents à ce rendez-vous. Vous êtes fidèles et passionnés. Bonne nouvelle, puisque ça vous plaît, cet atelier continuera après les vacances et reprendra en octobre. Mais d'ici là, parlons ce soir de Meryl Streep. Voilà, alors Meryl Streep, comme vous le savez, c'est une grande actrice américaine. Alors voici son thème astral et vous verrez tout au long de cet exposé à quel point c'est une personnalité paradoxale. Enfin, son thème astral est très paradoxal. Donc, on va commencer par le début, son soleil est à 0 cancer, c'est-à-dire ça correspond à ce qu'on appelle, les Américains appellent ça Aries Point, le point bélier. Le point bélier, c'est le 0 de chaque signe cardinal. Comme évidemment le cancer, c'est un signe cardinal, ça donne de l'action, ça donne un certain... on se met en route mieux que si ce n'est pas un signe cardinal. Et quand on est en plus 0 cancer sur ce point 0 bélier, alors on appelle ça le point 0 bélier, même quand il n'est pas bélier, eh bien, ça donne beaucoup une espèce de dynamisme. Il faut que les choses se mettent en route. Et puis, sa lune est en taureau, alors déjà, c'est beaucoup moins dynamique, évidemment, en réception mutuelle avec Vénus en cancer. Elle émane, ça émane d'elle, beaucoup de sensibilité, cette Vénus cancer, cette lune en taureau, qui sont d'ailleurs en sextile. Alors, beaucoup de sensibilité, de féminité, d'émotivité, d'intériorité aussi avec le cancer, puisqu'il faut lier le cancer. Et en plus, toutes ces planètes sont à l'est du thème, sauf Jupiter. Alors, on voit une personne très sensible, mais Uranus vient bousculer. Il est parfaitement, vous voyez, 0,43, 0,44, on pourrait à peine faire mieux. Il vient bousculer le besoin de sécurité du cancer, il le sort de ses replis intérieurs, d'autant plus que c'est juste sur la cuspide de 12. Le cancer en maison 12, c'est vraiment l'utérus maternel. Tout parle de gestation, de secret, de personnes qui vivent dans le privé. Et puis, alors, à chaque fois, on a autre chose pour contredire ce que je viens de dire. Mars, Mercure en Gémeaux, on a Mars qui vient dynamiser Mercure. Mars, première planète à se lever. On ne compte pas Mercure parce que Mercure et Vénus sont toujours à côté du Soleil. Mars, première planète à se lever, il donne une teinture, une tendance, un thème. Et Pluton, seule planète en signe de feu, est en maison 1 et l'ascendant est en Lion. Donc, l'ascendant Lion, elle veut paraître, elle veut qu'on la voie, évidemment, et le maître d'ascendant, ce soleil en maison 12 en cancer où je vais me replier, il a Uranus qui vient le bousculer. Alors on se dit, mais alors, c'est vraiment un paradoxe de désir de vie intérieure, de vie privée, même de cacher, tout est à l'est du thème, et en même temps le désir de flamboiement social et d'être sa propre personne et pour eux un peu extravagant et même pourquoi pas extraverti et de prouver qui on est. À la fois je veux être secrète, discrète et en même temps, attention, me voilà dans toute ma splendeur et mon originalité. C'est assez curieux. En plus, le nœud nord est conjoint là-haut, au MC et au bélier. Je veux être reconnue et je veux être la première. C'est ça que demande la meilleure actrice d'Hollywood. Et du coup, l'ascendant Lion est assez satisfait. Elle est reconnue. Uranus conjoint au Soleil, ça en fait une actrice hors du commun. Et Pluton en maison 1 lui donne ce charisme sensationnel. Alors, son Soleil, donc, évidemment, comme je viens de dire, sur le point bélier, il est textile à Saturne. Ah, tiens, tout d'un coup, un couvercle, tout d'un coup, on va en faire moins. On ne recherche plus le flamboiement à tout prix, mais on obtiendra ce qu'on cherche par un travail très appliqué, par de l'endurance et beaucoup de sérieux, évidemment, et en gardant toujours très profondément le sens des vraies valeurs. Attention, peut-être qu'elles ne s'aiment pas.
Souvent, les acteurs et les actrices ont besoin de prouver quelque chose aux autres et de se prouver elles-mêmes par le sérieux, parce que peut-être qu'elles ne s'aiment pas avec Pluton en maison 1. Pardon, ce Saturne en maison 2. Alors, c'est aussi une actrice, bon, évidemment, la première du box-office hollywoodien et depuis très longtemps, avec ce Saturne, c'est un signe d'endurance, mais elle est aussi connue, et c'est aussi paradoxal, pour être toujours mariée au père de ses 4 enfants. À Hollywood, ça valse plutôt de ce côté-là. Et ces 4 enfants, elle dit, ça a été absolument ma priorité. Elle les couve comme une mère lionne, en mère nourricière, lune en taureau et soleil cancer. Elle est sécurisante pour ses enfants, mais ça ne lui suffit pas. Uranus vient secouer toujours le cocon familial, Uranus en cancer, ce qui lui permet de s'échapper sans entrave, puisque son mari s'occupe parfaitement des 4 enfants, ce pourquoi elle lui est très reconnaissante, et elle peut partir vers la scène, vers Hollywood, vers le cinéma, vers le merveilleux, le plus grand, etc., pour satisfaire sa lune noire en maison 9 et sa lune noire en bélier pour aller relever tous les défis. Première actrice, comme je vous l'ai déjà dit. Elle est extrêmement émouvante et on dirait qu'elle ne joue à chaque fois que pour chacun, que pour chaque spectateur. C'est Jupiter ici, sur la pointe rétrograde, sur la pointe de la maison 7. C'est comme si à chaque fois il jouait que pour nous, puisque Jupiter est maître intercepté, donc tout en retenue et rétrograde en plus de cette maison 5. La maison 5, c'est la maison du jeu, EU, jeu, et du jeu, J-E, comme en analogie avec le lion. Et donc ce jeu, il est le premier maître, évidemment, et la clé pour entrer dans cette maison interceptée. C'est plutôt en maison 1 avec le charisme, évidemment. Ce Pluton carré à la Lune. Donc, c'est un arrachement, peut-être à chaque fois de quitter ses enfants, peut-être, mais elle part quand même. Elle est absente. Elle veut rester, mais elle part quand même, puisque le jeu d'acteur, d'actrice le demande. Et en même temps, il faut qu'elle parte pour nourrir sa nichée. C'est en taureau. Hein, elle garde les pieds sur terre. Donc, allez, je vais gagner la vie. Parce que son mari est sculpteur. Alors, Dan Gamma, il s'appelle évidemment, il n'a pas la notoriété de sa femme. Elle s'appelle Madame Gamma, c'est-à-dire Madame Gomme. Hein, c'est pas très joli. Alors, et puis elle a ce Sagittaire pour l'autre ici. Il y a également Chiron en maison 5. Donc, c'est douloureux. Qu'est-ce qu'elle soigne? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'elle ne s'aime pas. Qu'est-ce qu'elle soigne en étant une actrice? Elle envoûte avec ce Pluton, maître de 5, Pluton en Lion, en maison 1, c'est pas rien du tout. Alors, elle joue à chaque fois, à chaque nouveau film, elle relève un défi. Hein, relever un défi, c'est bien uranien. Elle joue sur l'originalité et la surprise. Et on voit pour le jeu, Jupiter ici, et quinconce, ça c'est un magnifique iode, quinconce à Uranus, elle va nous surprendre, et quinconce aussi à Saturne, dans la sobriété, impact dramatique, mais dans la sobriété et aussi succès dans la durée. Depuis le temps, elle est toujours aussi formidable et toujours demandée. Et aussi le succès qui lui donne des ressources, avec ce quinconce ici, le iode. C'est-à-dire que Uranus et Saturne, tous les deux en sextile exact, nous pointent vers ce Jupiter, ce qu'elle va jouer pour nous. Alors, Jupiter aussi, il est d'autant plus important, et comme je vous ai dit que c'est la seule planète complètement isolée, c'est un singleton à l'ouest du thème. Il nous raconte aussi le fiancé. Ah, j'ai oublié de vous mettre les... Pardon, je vous raconte des tas de trucs et j'oublie de faire avancer. Donc, la voici en famille, la voilà avec ses 4 enfants, le mari, et donc voilà, elle a 3 filles et un fils. Et la voilà à la remise d'une cérémonie avec son mari qui assure absolument tout. Alors, voici son mari lorsqu'il était jeune, et puis le voici maintenant.
elle dit qu'elle lui doit tout. Mais avant, elle a vécu avec John Cazale. Cazale, on dit. Le voilà. Et alors lui, celui-ci, elle vivait avec lui, elle lui était extrêmement attachée. C'est Pluton en maison 5, c'est l'amant, le premier amant, qui lui était très attaché puisque Pluton est en Lion. Et il est mort en 78, vers 42 ans, par là 45 ans, et elle l'a soigné jusqu'au bout. Donc c'est lui-là, il fait vraiment plutonien pour le coup. Alors là, ça ne s'invente pas. Maître de 5, Pluton, le voilà. Et 6 mois après, son frère, à elle, lui présente un voisin qui était venu pour l'aider à déménager, Dan Gama. Et du coup, coup de foudre pour Dan Gama, qui a su la rassurer, je ne sais pas. 6 mois après, elle était mariée. Sa mère, ça ne lui a pas plu. Elle lui a dit, mais ça ne va pas, est-ce que tu as réfléchi quand même? Bon, eh bien non. Alors c'est peut-être ce carré Lune-Pluton. Sa mère ne trouvait pas que c'était une bonne idée du tout de se marier comme ça dans la précipitation, 6 mois après la mort, et ça l'avait énormément atteinte, puisque Robert De Niro disait qu'elle avait fait preuve d'un dévouement extraordinaire en restant avec John Cazale jusqu'à sa mort. Ben, en tout cas, ça fait 40 ans qu'elle vit avec Dan Gama, sculpteur. Donc, le Dan Gama, il est là, lui. C'est le Jupiter réconfortant qui va l'aider pour s'échapper, pour jouer ses rôles, hein, parce que ce Jupiter, il nous amène à sa Sagittaire en maison 5 interceptée, et il nous amène évidemment en maison 9. La maison 9, il est premier maître de la maison 9 d'ailleurs, et il contient cette lune noire. Elle est obligée d'aller jouer. C'est quelque chose, hein, ça fait partie de sa mission de vie. Alors, il est en Verseau, Dan Gama. Le voilà, l'Uranien, c'est un sculpteur. Lui aussi est un artiste. Alors, Uranus, bien sûr, est sur la pointe de la maison 12. Il est très important, le Dan Gama, puisque, en fait, elle s'identifie à cet Uranus, puisque maître de l'ascendant Soleil, très étroitement conjoint à Uranus. Alors évidemment, avec lui, elle raconte, bon, maintenant les enfants sont grands, et puis les filles voudraient être actrices comme leur mère, donc évidemment, elle se montre davantage, mais évidemment, elle est Cancer, et ça reste sa vie très privée, vous voyez, Uranus est sur la pointe de la maison 12. Et puis Vénus, ses amours sont aussi du domaine parfaitement privé en 12. Alors, pour sa vie intime, personnelle, la Lune est en exaltation au Taureau, donc c'est une mère très attentive à ses enfants. Elle dit qu'elle s'est occupée des enfants en priorité sur sa carrière. Et Mercure est en domicile en Gémeaux, conjoint à Mars. Alors, est-ce que c'est une mère qui fait des compotes ou alors un esprit un peu guerrier? Elle est les deux à la fois. Elle est tout ça. Elle n'hésite pas, on le sait, avec cette maison 11 importante, tout en gardant sa grâce et sa féminité, etc., avec le maître de cette 11 en Cancer, à monter à la tribune au nom des autres actrices pour parler de MeToo. Elle est très, très, très active. Elle serait presque plus connue maintenant pour son rôle public de dénonciatrice d'abus, etc., que pour ses rôles d'actrice, en fait. Elle donne publiquement son avis sur des sujets brûlants. Toutes les fois qu'il y a quelque chose, elle monte à la tribune, ce Mercure conjoint Mars en Gémeaux, pas très loin non plus de sa part de fortune. Elle doit monter au créneau, parler pour les actrices. Et puis cette lune en maison 10, c'est sa grande popularité. Alors ce fameux Mercure qui l'a fait parler, il est encadré, comme je vous ai dit, par Mars. Et qu'est-ce qui se passe là? Attendez, voir, j'ai un truc qui fait bizarre. Voilà. Mercure, il est encadré, on peut voir les encadrements, encadré par Mars et par le Soleil. Elle exprime ses idées, donc ça nous dit qu'elle exprime, Mercure, ses idées, au sein de sa profession et de ses pairs. Maison 11 en pointe de Soleil Cancer et le Vénus également en Cancer, avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de détermination avec ce Mars en Gémeaux.
Ce Mercure qui l'a fait parler, qui l'a rendu célèbre, il est trigone à Neptune. C'est une actrice et une oratrice inspirée. Sextile à Pluton, elle comprend tout. Elle ne va pas, elle va pas faire un rôle si elle n'a pas compris tous les tenants et les aboutissants, etc. Et c'est un mental très profond aussi. Alors, tout ce paradoxe de son thème, on peut aussi le retrouver. Elle a un thème qui se prête extrêmement bien au mi-point, à l'analyse des mi-points. Il y a un livre, zut, son nom m'échappe, enfin, il n'est pas traduit en français, où c'est un élève de Noël Thiel qui dit qu'à mi-point, on prend la planète au milieu et on dit il va accomplir ce que demande cette planète par les deux autres qui l'entourent. Et alors, c'est ce qu'on va regarder là, parce qu'elle a un thème qui s'y prête très bien. Donc, par exemple, la conjonction Soleil-Uranus est au mi-point de Mercure et de Vénus. C'est-à-dire, il y a autant de degrés entre Mercure et le Soleil, il n'y a que entre que le Soleil et Vénus, ou à peu près à 1 degré ou 2 près. Donc, on va pouvoir dire que sa vie, sa mission de vie, sa vie indépendante à cause d'Uranus, sera accomplie, elle va accomplir sa vie d'uranienne en mêlant son franc-parler Mercure-Mars et la douceur qui émane d'elle. La douceur, c'est cette Vénus en Cancer. Alors, cette douceur, d'ailleurs, Vénus, à son tour, est au mi-point. Donc, toujours, on a ce paradoxe. Vénus en Cancer, tellement pudique, tellement en maison 12, tellement... elle est... Enfin, évidemment, elle a des rôles, elle est sobre et elle joue de façon retenue, toujours. Hein. Eh bien, Vénus est au mi-point d'Uranus et de Pallas. Elle ne va pas dissocier sa vie privée, secrète, affective d'une façade brillante, le Soleil, iconoclaste avec Uranus, et qui s'exprime, Pallas, au nom de tous, en lion, en guerrière, si on veut. Hein, Pallas, c'est la guerrière. Donc, elle se montre et de façon extrêmement brillante. Mais elle ne va pas, sa vie privée et discrète, affective, va aussi avec cette façade brillante et guerrière. C'est exactement ce qu'elle fait. Alors, en plus, son Soleil, donc Cancer uranien, est au mi-point de ce Mercure guerrier, hein, puisqu'elle monte au créneau à chaque fois. Et donc, son Soleil, elle va le vivre à la fois de façon militante, on pourrait dire, et aussi mi-point avec Vénus, aimante et très discrète. Là, c'est extrêmement visible. Toujours, elle a les deux côtés. Elle s'affiche donc comme porte-parole de la profession, hein, je l'ai déjà dit, Mercure, Mars, 11, au mi-point pour le coup encore, de l'ascendant et du milieu du ciel. Et ça, le mi-point de l'ascendant et du milieu du ciel, c'est notre rôle social, parce qu'il se trouve en maison 11. Mercure, donc, il est extrêmement important pour ça, mi-point, milieu du ciel, ascendant. Alors, c'est renforcé encore cette affaire par sa part de fortune en Gémeaux et en maison 11. Elle parle au nom du groupe, le groupe des actrices. Hein, MeToo, c'était quand même ça. Alors, sa lune, elle, comme femme, comme personne populaire, qui est très, très aimée hein, du public, cette lune en taureau, n'oublions pas que la lune est exaltée en taureau, elle est-elle à son tour au mi-point du milieu du ciel et de Mercure, une femme qui va s'engager publiquement, qui, hein, milieu du ciel, Bélier, elle y va, elle n'a pas peur, et donc elle va se montrer en même temps une mère et une épouse accomplie, 4 enfants, 40 ans de mariage, c'est la lune en taureau. Au mi-point, Mercure qui parle, et milieu du ciel, je me montre, mon image publique, ma carrière aussi. D'accord? Elle va faire toujours l'amalgame entre les deux. Et un dernier, son ascendant, ici, est au mi-point de Vénus et Pluton.
c'est-à-dire que mon ascendant Lion, mon désir de briller et d'être reconnu, il est très bien secondé par mon charisme envoûtant et une sensibilité extrême, avec Vénus en Cancer. Et puis Saturne, encore un, il est au mi-point de Vénus, Saturne ici, il est exactement au mi-point de Vénus et de Neptune. Elle a mis sa rigueur. Saturne en maison 2, son sens des valeurs en Vierge, un sou est un sou, certainement pour elle. Saturne Vierge, elle est perfectionniste, minutieuse, elle ne laisse rien passer, mais toute cette rigueur, ce professionnalisme, ce perfectionnisme, elle l'a mis au service du rêve hollywoodien, romantique. Les rêves, évidemment, les films, c'est toujours romantique. Quand on la voit avec Robert Redford ou Robert De Niro, évidemment, voilà, d'accord, Vénus, Neptune. Voilà ce qu'on pouvait dire, mais peut-être vous avez encore d'autres idées. Alors, j'ai oublié de vous montrer, la voici dans les films avec des partenaires sensationnels. Ça, c'est, alors là, c'est ça. Clint Eastwood, Robert Redford, Robert De Niro, et là, j'ai oublié son nom. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Alors ça, c'est dans le divorce, là, Kramer contre Kramer. Ouais. Voilà. Ça, c'est les ponts de Madison, ici, Out of Africa. Enfin, vous voyez, les très, très grands films et les très grands acteurs qui l'ont accompagnée. Et malgré ces merveilleux partenaires hollywoodiens, elle est restée avec Monsieur Gama. Contre toute attente, c'est avec lui qu'elle va au festival, aux Oscars et compagnie. Le voici. Il a su guérir toutes ses blessures après la mort de celui-ci. Voilà, vous avez d'autres idées, sûrement, sur son thème. Hein? Non? Oui, voilà. Et oui. Une question de Carole. Carole, je pensais que son premier amour avec John Cazale serait représenté par la maison 7, puis son mari Dungemer par la maison, là, j'arrive pas à voir, 9. Par la maison 9. Dans la vidéo de Madeleine Malraux, cela avait été présenté ainsi. Est-ce que tu peux éclairer? En général, le premier, l'amant, si on veut, c'est la 5. Et le deuxième, l'officiel, le mari, c'est la 7. Mais maintenant, les choses sont chamboulées. Alors, je ne sais pas. Et puis aussi, on s'adapte. Parce que lorsqu'on voit M. Cazale, il est vraiment plutonien. Et il est mort, en plus. Il est mort tôt, très tôt. Peut-être que John Cazale, c'est son premier amour, donc effectivement maison 5, et que, je me souviens plus le nom de son mari. Le deuxième, c'est celui avec lequel elle s'est mariée. Donc là, on est sur la maison 7. Et s'il y avait eu un deuxième mariage, là, ça aurait été maison 9. Parce qu'elle ne s'est pas mariée avec John Cazale. Non. Voilà. Non. Donc, en fait, pour moi, ça vient de cette notion-là. C'est son premier amour, mais avec laquelle elle n'a pas officialisé, en fait. Et c'est pour ça que son mari, c'est la maison 7. Et s'il y avait un deuxième mari, ce serait la maison 9. Voilà. Oui, merci Nathalie et Catherine. Effectivement, je me souviens maintenant que dans le cas de Madeleine Malraux, il me semble qu'elle s'était mariée avec le premier. Hein. Ça avait Oui, elle s'est mariée avec le premier frère. Oui. Et oui, je pensais qu'elle était juste fiancée, mais non, elle était mariée. Donc, ok, je comprends, merci. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment la nuance entre la maison 5 et la maison 7. Quoi. Ouais. On est le fiancé dans les amours et dans les alliances. Ou l'amant. Voilà. La 5, c'est le fiancé ou l'amant, et la 7, c'est l'officialisation. C'est le mariage. Le partenaire officiel. Mais maintenant, les choses, on ne sait plus quoi faire, parce que parfois, le concubinage, ça devient, on met quand même en maison 7. Ouais, peut-être le Pax ou ce genre de choses qui est une forme qui est une officialisation, bien sûr, qui n'est pas le mariage, mais qui est une officialisation.
Oui, oui, oui. Elle a plein de planètes ou de signes qui sont en tout début. Soleil Uranus, c'est dans du 0. L'ascendant, il est à 2 degrés. Saturne est à 1 degré. Jupiter est à 0. Il y a plein de choses comme ça. Lilith, voilà, il y a plein de choses comme ça où on est vraiment. Il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de nouveau. Elle démarre quelque chose, quoi. C'est ça. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, oui. Alors, moi, je me présente quand même parce que je suis nouvelle dans le groupe. Je viens de m'inscrire à votre association parce que je suis astrologue, mais je viens de, comment dirais-je, de sauter le pas pour vous rejoindre. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais apporter ma créativité pour répondre à certaines de vos questions. Alors, je vais partir pour ma démonstration des éléments. Feu, air, terre et eau. Si on fait le bilan, en feu, elle a une planète, c'est Pluton. En air, elle a Neptune, Mars, Mercure et Jupiter rétrograde. Je le prends quand même, mais ça répond à la question de Marc. Je vais répondre pourquoi il y a toutes ces planètes en début de signe. Ensuite, en terre, il y a Saturne, Lune. Et en eau, Uranus, Soleil, Vénus. Si on regarde bien, eh ben, ça fait 5-5. 5 yang, 5 yin. Et pour moi, qui ai fait cette étude, c'est tout simplement pour rejoindre le processus d'individuation, c'est tout simplement une personnalité individuée. Et comme évidemment, c'est assez rare, parce qu'en général, les personnes ont ou beaucoup de yang ou beaucoup de yin, mais des personnes qui ont un équilibre entre les éléments comme ceci, ça s'avère relativement rare. Et donc, ça présume, et notamment par la présence d'Uranus conjoint au Soleil, une personne qui a su s'individualiser dans la vie, qui a su exister, évidemment, ascendant Lion et Pluton Lion, pour elle-même, mais pas justement dans un besoin de reconnaissance. C'est, je pense, un besoin d'affirmation d'un cheminement particulier qui est justement un cheminement de mi-point. Et je trouve que Catherine l'a très, très bien démontré. Je reprends cette technique, effectivement. Elle est au mi-point de tout. Et elle est en même temps au début des signes, de certains signes astrologiques importants. Et notamment Jupiter qui commence dans le Verseau. Donc c'est une personne humaine nouvelle pour moi. C'est-à-dire une femme qui ose s'imposer dans un monde où le patriarcat fait fureur. C'est pour ça qu'elle a cet engagement avec MeToo. Mais elle le fait avec ce féminin qui est la douceur du côté maternel, de la mère archétypale, et avec la fermeté du masculin intelligent, c'est-à-dire un Mercure Gémeaux, capable de beaucoup de communication pour communiquer justement tranquillement une personnalité qui est forte, Pluton à l'ascendant et en Lion. En plus, Saturne, quand même, lui donne de la pondération, parce que, certes, c'est effectivement quelqu'un qui sait gérer. De toute façon, l'individuation commence aussi par une très bonne gestion de son indépendance financière. Mais elle sait aussi très bien gérer sa corporalité, sa façon d'être. Donc, tout ça fait que, effectivement, les mi-points, on le voit bien comme je viens de l'exposer, puisque le soleil uranien se trouve au mi-point entre Vénus, qui est féminine, et donc yin, et de l'autre côté, Mars, le complémentaire, qui est justement dans le, comment dirais-je, dans le côté yang. Elle est vraiment l'exemple, pour moi, d'une personne individuée qui préfigure archétypalement ce que peut être un être humain de façon équilibrée. Et en fait, elle l'a prouvé dans une fonction cinématographique qui peut être
quelque part un archétype. C'est Alors, vrai qu'elle symbolise bien cette notion d'équilibre. C'est vrai qu'elle est Eh bien. bien, c'est parfaitement la transition que Allô? nous Oui, je suis là. attendions, cet équilibre Je vous ai perdu. dans l'étoile évolutive. Parce que tu as fait, Martine, la parfaite transition en parlant d'équilibre et de pondération avec ce que nous trouvons en étoile évolutive. Mais on l'a aussi avec le nœud sud en balance. Ça va, oui. tout se rejoint. Ce nœud sud en balance, je suis quelqu'un qui peut arrondir les angles, me montrer pondéré, garder mon autonomie, etc. Et tout ça, tous les mots que tu as dit, on les voit dans l'étoile évolutive, justement. Oui, c'est vraiment un archétype. C'est l'archétype de la femme réalisée pour moi. Ah, mais complètement. Quand on regarde, comment dire, son étoile, c'est exactement ce qu'on pourrait dire avec justement l'arcane 17 de l'étoile qui représente vraiment la sublimation du féminin, avec cette roue de fortune tout en haut, cette roue de fortune qui parle de beaucoup de choses, mais qui peut parler notamment du cinéma, parce que quand on regarde cette roue de fortune, eh bien, ça nous fait penser à des bobines de films. Mais cette roue de fortune, elle nous parle aussi de sa notion d'originalité. Quand Catherine nous disait, elle joue sur l'originalité, sur la surprise. Et puis, cette roue de fortune du poste 17, tout en haut de l'étoile, mais nous avons aussi une autre roue de fortune qui est au poste 1 en bas, c'est-à-dire que cette roue de fortune au poste 1, elle nous parle de ses talents. Et en fait, Meryl Streep, au-delà de toute sa douceur, c'est véritablement une rebelle. Puisque la roue de fortune, c'est celle qui ouvre des nouveaux chemins, c'est celle qui monte au créneau, c'est celle qui innove. Et ce qui est très intéressant dans son étoile, c'est qu'on voit que cette roue de fortune du poste 1, elle côtoie avec une grande proximité cette étoile du poste 3, qui est tout son programme de vie, en fait, tout ce qu'elle est venue exprimer. J'y reviendrai parce que cette étoile au poste 3, bien évidemment, ça va représenter beaucoup de choses chez Meryl Streep. Donc, mais en premier lieu, cette étoile du poste 3, à côté de la roue de fortune du poste 1, eh bien, ça nous donne une nature courageuse qui va vraiment œuvrer pour le féminin. D'ailleurs, Meryl Streep dira dans une de ses citations, « Je préfère être rebelle qu'esclave, j'encourage les femmes à la rébellion. » Donc ça, c'est vraiment étoile, roue de fortune. Après, bien évidemment, elle l'a prouvé maintes et maintes fois, et notamment, bien sûr, dans son superbe engagement par rapport à MeToo. Et d'ailleurs, on voit bien qu'au poste 16, tout en haut de son étoile, elle a l'arcane du jugement. Donc, l'arcane du jugement, c'est le porte-parole. C'est celle qui vient porter la voix de celles qui n'osent pas ou de celles qui ne peuvent pas. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, notamment au niveau du féminin. D'ailleurs, en dehors de ça, c'est le porte-parole aussi de la profession. C'est celle qui va dénoncer tous les abus. Et ce courage-là, elle va le trouver aussi dans la maison Dieu du poste 6. C'est-à-dire que voilà, les choses qui sont sombres, qui sont noires, qui sont honteuses, eh bien, il va falloir, comment dire, les libérer et venir dénoncer tout ça. Alors, bien sûr, si je repars de mon étoile, non, de son étoile à elle, au poste 3, je trouve que c'est absolument merveilleux que pour une actrice aussi connue, aussi aimée, aussi estimée, aussi appréciée, eh bien, elle est une étoile qui représente quand même la star. Donc, cet arcane au poste 3, c'est tout son programme de vie. Donc, elle est vraiment, comment dire, née pour être une étoile, pour être une star, pour être aussi celle qui guide dans la nuit. Donc là, ça nous fait un clin d'œil aussi par rapport à toutes ces actions de porte-parole et de dénonciation. Mais cette étoile du poste 3, ça nous parle aussi de la veilleuse qu'elle a pu être, notamment
par rapport à John Cazale au moment de son cancer, puisque c'est bien connu qu'elle l'a accompagné jusqu'au bout, voilà, à chaque instant. Donc, en fait, ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'elle incarne divinement bien tous les aspects de l'étoile. Les aspects de l'étoile, quand on regarde cette carte, eh bien, on y voit aussi une femme à genoux. Et c'est déjà, comment dire, un indice de se dire, wow, est-ce que si son programme de vie, ben, quelque part, c'est de venir remettre la femme debout, est-ce que dans sa généalogie, il n'y aurait pas eu des femmes qu'on aurait mis à genoux? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les postes transgénérationnels de l'étoile, c'est-à-dire poste 10 et poste 11, et là, on voit qu'il y a deux forces. Donc, je rappelle, comment dire, pour ceux qui connaissent moins l'étoile, que les arcanes en poste 10 et en poste 11 nous parlent vraiment du transgénérationnel et sont toujours en champ magnétique. Ça veut dire que les deux arcanes, l'addition des deux arcanes fera toujours 22. Donc là, 11, enfin la force 11 et une autre force 11, bien évidemment 22. Et là, on est sur quelque chose de typique au niveau d'une notion d'abus de pouvoir dans les couples de cette lignée où il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Et c'est bien quelque chose qu'on retrouve par rapport à cette citation. Je préfère être belle qu'esclave, j'encourage les femmes à la rébellion. On sent qu'il y a une trace de quelque chose à ce niveau-là. Donc maintenant, on va aller regarder un autre champ magnétique qui est celui du poste 9 et du poste 4. Qui là nous parle vraiment de son âme, de son karmique à elle. Et là, on découvre que c'est exactement le même champ magnétique que sa lignée. Donc, elle reprend à son compte complètement les blessures de la lignée, mais bien évidemment, comment dire, pour les guérir, pour qu'au niveau du couple, il n'y en ait pas un qui soit au-dessus de l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pouvoir sur l'autre, mais au contraire, que l'un soit véritablement le soutien de l'autre. Ce qu'elle a complètement illustré avec John Cazale, où elle l'a soutenu dans sa maladie, qu'elle a complètement illustré avec son mari, parce que, effectivement, comme nous disait Catherine, 40 ans de mariage, 4 enfants, c'est déjà un exploit. Mais cette notion-là, dans le contexte d'Hollywood, c'est presque, comment dire, incroyable. Donc, elle reprend véritablement à son compte toutes les mémoires, en fait, au niveau qui a pu exister dans sa lignée au niveau du couple, mais elle les transforme en termes, j'allais dire, d'amour pérenne, durable et surtout en termes de soutien. Et je pense que ça faisait vraiment partie de son programme de vie, puisqu'on voit son P5, c'est un amoureux. Donc, toute la dimension affective, la dimension du couple avec finalement ces 4 forces. Donc, ces 4 forces, la force étant l'arcane 11, ces 4 forces, ça nous fait 44. Ça nous fait une solidité au niveau du couple et ça, je pense que c'était vraiment ce qui est le plus important pour elle, la solidité du couple et de la famille qu'elle a construite. Alors, le jugement, au poste 16, comme je vous disais, elle nous parle vraiment de cette dimension de porte-parole, mais nous parle aussi, quand on a un jugement au poste 16, il y a toujours une notion de renommée, un indice de quelqu'un de connu, sauf que pour Meryl Streep, ça fait quelqu'un de très, très connu. Connu, alors bien évidemment, il y a 1000 façons, comment dire, d'être connu, ne serait-ce que dans une association, dans un village, mais dans tous les cas, quand on a dans une étoile évolutive un jugement au poste 16, il y a toujours une dimension d'être connu et reconnu dans le sens de on est quelqu'un de qui on parle en fait. Et puis, on a cet ermite du poste 12 qui rejoint vraiment son côté cancer et son besoin d'intimité. Jamais on a vu Meryl Streep, comment dire, sur des journaux afficher des choses de sa vie privée, intime. Il y a une notion, comment dire, de discrétion qui nous rejoindrait presque cette notion de sagesse que bien sûr on retrouve
dans son texte, ce texte qui est extrêmement connu, donc j'en ai noté juste une petite phrase, mais où elle dit « Je suis arrivée à un point dans ma vie où je ne veux pas perdre plus de temps avec ce qui me blesse ou avec ce qui me déplaît. » Donc, on sent, comment dire, un côté effectivement très rempli de douceur, et ça, c'est l'amoureux du poste 5, c'est bien évidemment le pape qui est surmonté de tempérance. Elle a des arcanes très, très doux et en même temps, une affirmation extrêmement posée. Et cette affirmation, pour moi, c'est extrêmement clair qu'elle nous vient de ses 4 forces, donc c'est-à-dire vraiment bien camper sur ses positions. C'est ce qui va lui donner aussi du courage pour monter au créneau, mais autour de tout ça, il y a effectivement toute la douceur qu'on lui connaît. Et puis, je pense, voilà, quand je suis comme beaucoup de gens, Meryl Streep, voilà, c'est vraiment une femme qui me parle beaucoup et qui résonne beaucoup en moi. Et quelque chose dont on parle peut-être pas souvent par rapport à Meryl Streep, c'est aussi son intelligence. C'est vraiment quelqu'un avec une profonde intelligence. Donc, dans le tarot, dans l'étoile évolutive, l'intelligence, ça va être l'impératrice. L'intelligence par rapport à notre mode de pensée, par rapport à ce qu'on exprime. Alors, son étoile ne comporte pas d'impératrice, mais si on regarde son épitaphe, c'est l'addition du poste 16 et du poste 17. L'épitaphe, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est l'image qu'on laisse de nous une fois qu'on est parti sur un autre voyage. Eh bien, pour le coup, là, on trouve une impératrice, puisque 20 plus 10, 20 du jugement plus 10 de la roue de fortune, ça nous donne 30, qui nous donne du coup 3, c'est-à-dire l'impératrice. Et c'est agréable à penser qu'effectivement, dans des années, on se rappellera de Meryl Streep par rapport à ses rôles, bien sûr, mais aussi par rapport à son intelligence. Par tout ce qu'elle a fait, voilà, tout ce qu'elle a su si bien exprimer. Et au nom des femmes, ça, évidemment, comment dire, que c'est à retenir aussi. Donc, voilà pour la présentation de l'étoile. Et puis, je dirais pareil que Catherine, si pour celles qui sont présentes et qui connaissent l'étoile évolutive, si elles ont envie d'ajouter quelque chose ou de poser une question ou de ce qu'elles veulent d'ailleurs, eh bien, c'est avec plaisir. Alors, oui, je peux rajouter Allez-y, allez-y. Merci. Concernant l'étoile, vous avez parlé de peut-être une femme soumise, non? Une femme à genoux. Une femme et qui allait remonter à la lignée. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je vois Chiron en maison 5 et je vois un Pluton en 1 avec une Vénus en 12. Évidemment, pour moi, Vénus en 12, il y a des choses aussi à régler de l'ordre du collectif. Oui. Et donc, de tout ce qui a un rapport avec la féminité et l'espèce d'inconscience collective, donc, qui concerne absolument toutes les femmes. Pluton, qui est donc la souffrance, et un Chiron en maison 5, donc la vie affective, la vie amoureuse. Voilà, oui. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une corrélation avec ça, alors que j'ai appris le tarot aussi, et on a tendance à mettre un peu sur un piédestal l'étoile, vous voyez? Bien, bien sûr, je vois bien. J'aimerais bien que vous puissiez un peu détailler, voir un peu… Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire profondément par rapport au tarot, c'est que c'est extrêmement important de prendre chaque arcane, aussi bien sur leur aspect positif que sur leur aspect négatif. Des arcanes comme le pendu, comme Maison Dieu ou l'arcane sans nom, eh bien, vont être moins appréciés que des arcanes tels que l'étoile et le soleil. Et à mon avis, c'est une erreur de jugement important, puisque un arcane, c'est un archétype en fait, puisque Martine parlait de l'archétype, c'est un archétype et après, tout dépend où il va être placé. Et le poste, donc dans l'étoile, il y a les postes de manque qui vont nous parler des blessures, mais aussi et surtout le poste 3. Puisque ce poste 3, je l'ai fait volontairement raccourci, mais c'est vraiment des trésors d'informations puisqu'il contient tous nos programmes de vie. Donc, s'il contient tout notre programme de vie, il contient aussi la blessure qu'on a choisi de venir régler. Donc, pour moi, pour Meryl Streep, il y a vraiment la blessure du féminin qu'on a mis à genoux
Et donc, du coup, ça vient donner aussi une autre version de l'étoile. On voit toujours la femme accomplie, mais dans son côté plus douloureux, eh bien, c'est la femme qu'on a mis à genoux. Et en voyant ces deux forces, poste 10, poste 11, qui sont des postes transgénérationnels, ben, effectivement que ça fait vraiment référence au fait que dans sa lignée, il y a très certainement des choses de ce type-là qui se sont passées. Et ne serait-ce que la perte de John Cazale, ça a Bien été, sûr. Elle était complètement dévastée. Et ça a beaucoup surpris. C'est pour ça que sa mère disait, bah, attends, au bout de 6 mois, ça a surpris tout le monde qu'aussi vite elle retrouve quelqu'un, parce qu'elle était complètement dévastée. Vraiment, comme vous dites, alors à genoux. Vous voyez, donc, rien que ce Chiron en 5, c'était cette épreuve-là, insurmontable à ce moment-là, vraiment terrible. Il avait tout appris, il était plus âgé qu'elle, donc il avait un peu pris, c'était un peu son Pygmalion aussi, si on veut, au cinéma. Et il était plus connu qu'elle aussi au début, puisqu'il était plus âgé. Ça paraissait, on aurait cru qu'elle ne s'en remettrait jamais. Peut-être qu'intérieurement, elle ne s'en est pas remise, mais. Et puis lui, il l'a sauvée, si vous voulez. Mais ça a été très surprenant qu'elle rebondisse aussi rapidement. Donc, rien que sa vie, c'était déjà ce Chiron, ce Pluton, comme tu dis, Lisa, de douleur, et Vénus en 12. Et c'est intéressant de voir que sa porte invisible est sur l'ascendant. Et donc, sa porte visible, c'est-à-dire son lieu de guérison, il est donc du coup sur le descendant et sur Jupiter. Donc, en fait, ça veut dire que c'est son mari qui l'a sauvé, en fait. Son mariage. Son mariage. La porte invisible, c'est le mi-point, c'est encore un mi-point, Saturne-Uranus. Entre Saturne et Uranus, c'est l'ascendant. Complètement. D'accord, merci, c'était très intéressant. Avec plaisir. Alors, elle est connue aussi pour être capable de prendre des accents étrangers très facilement. Quand elle joue en anglais, quand elle a joué la femme qui faisait des recettes de cuisine, quand elle a joué avec Clint Eastwood, Les Ponts de Madison, elle joue une italienne, eh bien, elle a un don pour ça. Donc, ce don, évidemment, c'est Mercure en Gémeaux, mais on le voit aussi ici avec le pendu en maison 15. Je change complètement de... Hein, hop, je retourne ma veste, je change de personnalité et très facilement, je parle une autre... Enfin, c'est comme si je parlais une autre langue et elle prend les accents très facilement. Alors ça, la personne qui la double en français, elle fait pareil. Elle parle avec un accent. Moi, dans ça, j'ai toujours vu j'ai toujours vu son soleil en 12, en fait. Oui, justement, sur la pointe de 12. Soleil en... ouais. Qui, c'est encore, comment dire, l'ego à travers l'inconscient collectif. Lisa, petit problème de son, on a quelques coupures et votre voix est un petit peu hachée. En fait. Mais strip, c'est tout le monde quand on est en doute, les arts. Ah, désolé, mais il y a un petit souci au niveau du son avec Lisa. Je suis d'accord avec Lisa sur le fait que pour moi, la conjonction Jupiter-Uranus, on peut la considérer en 12. Hein. Soleil-Uranus. Ah bah oui, elle est en 12. Soleil-Uranus, oui. Elle est en 12. Hein. Enfin, elle est limite, oui. Enfin, elle est... là, je veux dire, elle est tellement... moi, en interprétation, je la mets en 12. Hein. Moi, je dirais par rapport à cette personnalité qui émerge, Soleil, Uranus, qui émerge justement de l'inconscient collectif, elle est dans une matrice là. Elle est dans une matrice de l'inconscient collectif et si on regarde bien, les deux quinconces qui se dirigent vers Jupiter rétrograde. Donc, elle a une position sociale qui n'est pas tout à fait, comment dirais-je, conventionnelle avec Jupiter rétrograde. Et donc, pour moi, c'est grâce au cinéma et à sa mise en lumière de sa personnalité, elle a dû effectivement faire par obligation le travail d'équilibre entre à la fois son féminin, qui était très fort, et son masculin, qui était quand même intelligent.
Et donc, je pense qu'elle a maturé. D'ailleurs, ça se voit dans les signes cardinaux, puisqu'elle a que des planètes en signes cardinaux. Soleil, Uranus, Vénus, Neptune, Jupiter. Donc, elle démarrait un processus d'individuation, un processus nouveau qui permettait effectivement de présenter une personnalité qui allait s'accomplir dans sa fonction en étant justement à contre-courant, puisque Jupiter rétrograde, c'est à contre-courant. Elle émerge quand même. Et pour moi, c'est pas une star, c'est une étoile. Oui, c'est ça. Son étoile évolutive le dit bien, son programme de vie, c'est d'être une étoile. Voilà. Et elle est une étoile. Voilà. Et elle l'a fait parce qu'elle a finalement, tout au long de sa vie, les quinconces qui se dirigeaient, donc Soleil, Uranus, quinconce à Jupiter rétrograde, et Saturne, quinconce à Jupiter rétrograde, plus évidemment Neptune, parce que quelque part, elle parle pas de sa vie intime. C'est-à-dire, je pense qu'elle ne parle, elle a quand même des phrases qui ont une haute portée philosophique, hein, à la fin. Je veux dire, de comportement. Elle était quand même inspirée, Neptune, en relation avec cette lune taureau. Neptune, elle avait quand même cette grâce relationnelle vénusienne, on va dire, qui justement a pu complètement s'épanouir en maison 10, la Lune. Alors justement, en parlant de Jupiter, il y a Lydiane qui aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce Jupiter rétrograde. Et c'est vrai qu'il est rétrograde, il est en 7, et puis alors il est tout seul quoi, dans son coin. Et oui. Seul contre tous. On appelle ça un singleton. Ça lui donne beaucoup d'importance. Et du coup, en analogie, on va aller voir le Sagittaire qui est en signe intercepté. Déjà lui-même, il est planète dominante, si on veut, hein, placé à l'angle, rétrograde. Donc, maître de la 5 intercepté qui contient Chiron, et avec Vesta. Et en plus, il est premier maître analogiquement de la 9, mais aussi des poissons. À 2 titres, il est maître de la 9. Vous voyez, analogiquement, Jupiter, c'est le Sagittaire, donc maison 9, mais aussi premier maître des poissons, qui contient la lune noire. Il a un grand poids, ce Jupiter. Il est écrasant, pour dire. Hein. On va le regarder en deuxième intention, si on veut, quand on a décortiqué tout ce qui se passe dans la partie est du thème. Mais en fait, à lui tout seul, il est extrêmement important. Hein. La maison 9, c'est-à-dire tout mon désir d'élévation, tout son délire d'élévation. Si on dit que la 9, c'est le cinéma, bon, alors ça tombe bien, hein. Ça tombe très très bien. On dit aussi que Jupiter rétrograde, ça peut être le fait qu'on ait la mission, on va dire, de se placer, de replacer sa lignée dans la société. C'est une histoire de place. De place dans la société. Comme de se réintégrer. Voilà. Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, puisqu'elle a repris à son compte, comme on disait tout à l'heure, ça se voit, c'est très, même si vous ne connaissez pas l'étoile évolutive, c'est visuel, c'est tout bêtement visuel. Le transgénérationnel ici, elle l'a repris à son compte pour en faire du karmique. Vous voyez, les deux, on les voit, hein, on les reprend. Et on va continuer ce travail. Et bien, continuer ce travail, c'est peut-être exactement, comme tu dis, une histoire de réintégration. Oui, de travail non continu, non fini, on va dire. Et pour moi, le Jupiter rétrograde sur la pointe de 7, c'était la mission de légaliser son union. J'ai l'impression qu'elle a quand même été un petit peu aussi secouée. Elle a vécu quand même un amour passionnel avec le monsieur d'avant, et c'est quelque chose qui a dû la traumatiser sérieusement avec John Cazale, et il est fort probable, après ce qu'elle a vécu, qu'elle a eu envie de quelque chose d'un peu plus tranquille, d'un peu plus stable. Et c'est pour ça que cette rencontre avec Don Gummer était vraiment c'était l'homme de la situation, l'homme qu'il lui fallait après ce qu'elle avait vécu. Il lui a apporté la sécurité pour un soleil la stabilité, Cancer. Parce que ça avait l'air... Tout en étant, enfin une stabilité pas financière, il est sculpteur.
un artiste sculpteur, on voit bien qu'il est uranien. Elle est quand même aussi sur un strapontin. Il ne l'aurait pas intéressé probablement autrement. Il sortait quand même du lot en étant sculpteur, surtout quand on est jeune, à 25 ans, il ne devait pas non plus gagner grand-chose, ni être très connu. Vous voyez, je ne sais pas où il en est maintenant. Il est connu grâce à elle, à vrai dire. Ben oui. Mais peut-être qu'il a sa propre valeur de sculpteur, j'en sais rien. Je ne sais pas ça. Puis évidemment, on ne le dit pas. Le fait d'être les boules Meryl Streep, à mon avis, ça doit quand même suffit. Un peu l'aider. Oui. Hein. Le père des enfants de Meryl Streep. Oui. Et donc, ça, c'est méchant. C'est méchant. Peut-être qu'il a sa propre valeur de sculpteur. Il a peut-être sa propre valeur de sculpteur et qu'il a fait une très, très belle carrière de sculpteur. Je ne sais pas. En tout cas, il était le papa à la maison. Quand elle était partie tourner sur les tournages, il restait à la maison avec les enfants. Il est fort possible que dans cette rencontre qu'il y a eu avec lui, elle ait senti chez ce monsieur que ça serait un bon père. Et elle savait que ça serait quelque chose de nécessaire parce qu'elle avait un parcours, elle, à faire, et elle savait qu'elle voulait des enfants, mais elle n'aurait pas forcément la disponibilité pour pouvoir s'en occuper. Et donc, il lui fallait un autre qui soit en capacité et en force de le faire. De rester à la maison. Mais peut-être qu'il lui a dit tout bêtement. Parce que quand il l'a connue, quand ils se sont connus, elle était déjà actrice, surtout de théâtre, elle était déjà un peu connue, et actrice de théâtre. Ils étaient déjà des amis intimes de Robert De Niro, par exemple. C'était pas une illustre inconnue quand c'était pas comme maintenant, mais en fait, elle avait déjà bien entamé sa carrière. Et puis, on retrouve aussi la militante féministe où, en fait, quand il y a des enfants à la maison, c'est pas obligatoirement à la maman de s'en occuper. Vous voyez, quand c'est arrivé, c'est quand même des choses… C'est moderne, ça, oui. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est des choses qui sont arrivées, pas maintenant, mais il y a plusieurs dizaines d'années, à une époque où que le père reste à la maison pour s'occuper des enfants, c'était novateur. C'était nouveau encore. Vous voyez, quand Jeanne Cazal est mort, c'est l'époque de Kramer contre Kramer. Donc, elle était déjà connue. Vous voyez, il a fait… c'est un grand film, quand même. Ah oui. Et puis, je veux dire, même si ce n'était pas un grand film, on l'a mise en face à face avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, qui n'est pas n'importe qui. Vous voyez, donc, elle était déjà connue. Je crois que c'est la même époque, je crois bien. Elle était déjà quelqu'un quand elle a rencontré Dan Gammer. Je crois que je l'ai lu, je crois que je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de sensibilité chez cette dame. Ah oui. Je voudrais ajouter quelque chose, en fait, parce que vous ne parlez pas de l'affaire Weinstein. Parce qu'en fait, on lui a reproché… Ah, je n'ai pas entendu alors. On a parlé de MeToo. MeToo. Ouais, mais en fait, elle a beaucoup joué avec lui. Et en fait, on lui a reproché d'avoir été un petit peu silencieuse et de ne pas avoir vu. Au départ, oui. Et de ne pas avoir défendu les autres. Oui, c'est ça. Donc, elle a certainement vu des choses, vu qu'elle est sensible, comme on dit, et qu'elle est très intelligente, et que justement, dans ce milieu hollywoodien, quelque part, elle a un petit peu joué le jeu aussi, quoi. Malgré toutes ses qualités, il y a… C'est vrai. Ça, on dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé avant? Ça, voilà, c'est ce qu'on lui a reproché. Oui. Et oui, mais parce que le maître de sa popularité, il est en maison 12. Et elle se dit que c'est des affaires pudiques qui doivent rester pudiques et cachées. Peut-être que c'était son instinct, si on veut. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un côté pudique chez elle, ça paraît évident, mais c'est quand même étonnant, vu les combats qu'elle mène, qu'elle n'ait rien dit sur ce sujet. Voilà, c'est ça. Ouais, elle n'a rien dit, mais en même temps, c'est très Hollywood et c'était tellement commun là-bas que finalement, c'était accepté. Jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire de MeToo, mais elle n'a pas parlé tout de suite. Et par la suite, elle dit « Je regrette d'avoir été une lueur, d'être une grande actrice et de ce fait d'avoir fait venir d'autres actrices, c'est-à-dire d'avoir été… elle a attiré d'autres actrices vu qu'elle travaillait pour lui. » Et qu'en fait, elle le regrettait. Mais en fait, je pense qu'elle le savait parce que, de toute façon, c'était un peu commun quoi, là-bas. Il n'y avait rien d'extraordinaire à l'époque. Et Véronique ajoute que avec le nœud sud en balance, il y a un côté pas de vague. Ok. Eh bien oui, on va rester comme ça. Oui.
On va savoir faire des compromis. C'est aussi ce que nous dit Tempérance, qu'elle a là. Alors, il faut en faire des compromis. Si on va faire avec M. Epstein, regardez, elle a la balance ici. Et puis, je vais rester bien droite et alignée, quoi qu'il arrive, avec ses forces. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Hein. Puis je pense qu'au départ, c'était impensable d'en parler. C'était vraiment monnaie courante. Et donc, du coup, enfin, je dirais presque, ça faisait partie du jeu. Et puis, après, ça a mis du temps pour que justement, eh bien, ça puisse sortir comme ça. Enfin, sa maison Dieu du poste 6. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ouais, non, c'est absolument plus concevable. Et donc, du coup, on met un coup de pied dans la fourmilière. Et puis, malgré tout, peut-être qu'elle ne voulait pas non plus jouer sa carrière. Hein. Voilà. C'est humain. Eh bien, Bettina, voilà, je cherchais sur mon téléphone parce que Bettina, puisqu'on est dans le cinéma, je trouve beaucoup que tu ressembles à Diane Keaton. Diane Keaton, c'est celle qui joue Annie Hall. Je la connais, je la connais. Ouais. Elle est très jeune parce qu'elle a la frange et tout ça. Mais elle est beaucoup plus grande que moi. Moi, je suis petite, hein, je fais 1m60. Ah, et ben là, comme ça ne se voit pas. Assise, ça passe, hein, Bettina, pas de problème. Hein. Mais quand tu parlais, je me dis, c'est Annie Hall, c'est pas possible. Fabienne demande, est-ce qu'elle a peut-être été victime de Weinstein aussi? Je crois pas, parce qu'elle avait trop de personnes. Je crois pas que c'était son type et je crois pas qu'elle aurait succombé. Et justement, avec tous ses enfants et tout ça, c'était pas son truc. Mais par contre, il l'a utilisé et elle-même, c'est ce qu'elle regrette, c'est qu'en fait, son image, son image a permis à d'autres femmes de venir, des petites jeunes et tout ça, de se brancher. Oui. Et elle était déjà trop mûre, je crois, pour lui. Oui. Pour la manipuler. Elle était en capacité de se défendre, mais elle a attiré des personnes qui ne l'étaient pas forcément. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, Carole, elle dit, est-ce qu'on a des informations sur sa mère avec le carré, au vu du carré Pluton-Lune? Est-ce qu'on a des informations sur la maman? On sait que sa mère ne voulait pas qu'elle épouse Dan Gammer. C'était grinçant. Elle faisait la grimace au mariage, sa mère. Elle n'allait pas. Mais c'est tout ce que je sais. Je crois qu'ils étaient 3 chez eux. Je ne sais pas plus. Là, Catherine, tu ne sais pas si elle a eu du mal à percer, si elle était dans ce milieu-là, Non, c'était pas une famille. Une étoile qui surgit comme ça, mais il y a bien eu un début. Non, c'est pas une famille. Je l'ai lu, puis j'ai oublié, je l'ai pas noté. C'est pas une famille d'artistes. Non. Ah si. Sa mère, le père était pharmacien, la mère était artiste. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fiait. Artiste. C'est-à-dire Wikipédia n'en dit pas plus. Ah bah alors, tu vois, ça donne rien, mais elle n'était pas connue. Voilà. Pharmacien. Elle était la femme du pharmacien. Ouais, d'autant plus qu'elle a Saturne en maison 2. Elle a fait du théâtre, elle a commencé au théâtre. Ouais. Elle a Saturne en maison 2, donc moi, j'ai l'impression qu'elle a quand même galéré, quoi, non? Enfin, qu'elle a dû œuvrer pour… Elle a surtout douté d'elle-même. Et ça se voit dans le Saturne en 2, parce que la maison 2, d'après Noël-Thiel, c'est la valeur des choses et la valeur qu'on donne à soi-même. Et lorsqu'on a Saturne en 2, alors on dit on est radin. Bon, parce qu'on ne veut pas mettre d'argent, mais l'argent, c'est soi-même. Hein. Et Saturne en 2, on doute de sa propre valeur. Or, les acteurs, c'est très fréquent, soit les actrices, elles ont un carré Saturne-Vénus parce qu'elles ne s'aiment pas, elles ne s'acceptent pas. Donc, je vais prendre ma revanche et je vais voir si les autres m'aiment. Et ça revient aussi, ce Saturne en 2, qu'est-ce que je vaux? C'est pour ça qu'elle est tellement perfectionniste, parce que c'est jamais suffisant. Et aussi ce battleur en 2. Ici, là, c'est un poste de manque. Et il a tout ce qu'il faut sur la table. Mais si tu es très belle, ben non, elle devait se dire, mon nez est trop long, je parle trop doucement, enfin, tout ce qu'elle pouvait peut-être se reprocher. Et qu'est-ce que je fais de tous mes talents? Il y a eu un moment… Oui, c'est bon. Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler d'ailleurs. Attendez, il y a trop de bruit. Oui, demain, c'est OK. Lisa, ça y est. Eh bien, il doute, là, il a tout ce qu'il faut sur la table, tous les talents possibles, ce battleur, et il ne sait pas quoi en faire. Et il y a un moment, elle a failli renoncer. Elle s'est demandé si oui ou non. Forcément, c'est quand même extrêmement difficile de percer, c'est un monde très cruel. Hein. Alors, c'est rigolo parce que sur Wikipédia, je vois qu'en 1971, elle se destinait à une carrière de cantatrice. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, excusez-moi, je vous coupe.
Comment vous expliquez ce changement parce qu'elle voulait à la base devenir donc cantatrice et s'est tournée vers le cinéma. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu voilà. Comment elle a switché? Voilà, ça. Eh bien, c'est John Cazale qui l'a entraîné. Celui-là. Celui-ci, qui l'a entraîné plus vers le théâtre et le cinéma. Et quand elle joue Mamma Mia, elle revient. Oui. Après, elle a continué à faire des rôles. Mamma Mia, Florence Foster Jenkins aussi, où elle fait beaucoup de chants. Et oui, donc c'est avec Voyage au bout de l'enfer, du coup. D'accord. Maintenant, Jupiter est en Verseau, et Verseau, c'est le cinéma. Et alors que la Lune en Taureau, c'est plutôt le vocal, c'est plutôt la cantatrice, c'est plutôt... Donc, il y avait une prédominance. Les deux talents. Oui, les deux talents. Bah, de toute façon, quand elle parlait, on l'écoutait. Parce qu'elle avait un charisme qui était dû à son côté léonin, et surtout Pluton, qui, à mon avis, était à la fois sa part d'ombre et sa part de lumière. Parce que Pluton, en Lion, je pense que elle connaissait très bien ses côtés sombres, et notamment donnés par sa mère. Et finalement, elle a dû lutter intérieurement avec ce soleil de maison 12 et cette Vénus Cancer. Elle a dû beaucoup lutter intérieurement, et comme elle ne parlait pas de sa vie privée, elle a dû se faire une psychanalyse toute seule en faisant du cinéma. Parce que le cinéma, à mon avis, est thérapeutique. Les rôles qu'il joue, et elle a toujours joué des rôles dans des couples dans lesquels elle était laissée pour compte. Donc, je pense qu'elle a fait sa propre thérapie, et finalement, elle a vaincu ses démons. C'est vrai je suis d'accord qu'il y a un côté un petit peu exutoire et thérapeutique dans ses rôles, dans son activité cinéma. Et je ne veux pas dire qu'elle joue sa vie, elle joue sa vie presque. Donc. À chaque fois, oui. C'est Chiron en 5. C'est vrai que ce Pluton en Lion et en maison 1, mine de rien, il est fort. Moi, je me posais la question, et je peux la poser, dans ce thème, d'après vous, quelles sont les 3 planètes dominantes? Il y a Uranus, conjoint au Soleil. Pluton, parce qu'il est vraiment important. Et puis après, Jupiter. Pour moi, Jupiter. Et en plus, oui, c'est Uranus, parce que quand même, ces planètes du collectif jouent sur la transformation de sa personnalité, dont elle héritait. On a beaucoup parlé de l'héritage avec ce que vous faites là pour l'étoile. Elle héritait beaucoup d'une problématique vénusienne, d'un manque d'amour, d'un manque de comment dirais-je, de cohésion. Parce que pour moi, Vénus, c'est la cohésion justement à l'intérieur d'elle-même du manque. Et donc, pour moi, ces 3 planètes l'ont réparée. Et alors, il y a quand même un truc, c'est qu'elle a quand même le Soleil en Cancer avec une Lune en milieu de ciel. Donc, cette Lune, moi, je trouve qu'elle a sa place aussi. C'est quand même quelqu'un d'éminemment populaire, cette petite dame. Donc, je vous pose la question parce que moi, au niveau de la dominante, je vous dirais franchement que c'est un thème très riche, et c'est pas évident de trouver ce que j'appelle le trépied astrologique, qui sont les 3 planètes les plus importantes dans ce thème. Trouver la dominante d'un thème, c'est un exercice classique, si j'ose dire, quand on se lance dans une analyse. Le trépied astrologique, les trois planètes dominantes, c'est pas évident tellement le thème il est riche et intense et fourni. Alors, il y a une autre. Je suis d'avis avec Martine qu'il y a 4 planètes importantes plutôt que 3, Jupiter, Soleil, Uranus et Pluton, parce que certes, elle est connue grâce à sa lune en maison 10, c'est une évidence, mais elle n'a pas été connue parce qu'elle a fait des choses bidons, quoi. Donc Pluton en maison 1, ça la rend très cérébrale, ça la rend très intelligente, profonde et fascinante. Donc moi, c'est pour ça que pour moi, Pluton maison 1, c'est hyper important dans son thème, parce qu'elle est connue, mais elle a été connue grâce à des films d'envergure, quoi. Je pense qu'elle doit être très exigeante.
de toute façon, Pluton à l'ascendant et la conjonction Soleil-Uranus font que Pluton et Uranus sont, à mon avis, ils sont dans le trépied. Après, le Soleil, il est bien aussi. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un thème vraiment super intéressant. Hein. Très, très intéressant. Oui. On voulait prendre le prince William parce qu'il est cancer aussi. On en a tellement mangé de la famille britannique que du coup, on a pris Meryl Streep. Parce qu'il est cancer aussi, mais ce n'était pas inintéressant. Moi, je préfère manger du L'année Meryl Streep. prochaine, si on n'a pas d'autres, on fera le prince William. On aura d'autres idées. Oui. Oh, mais bon. En tout cas, c'était ma première parmi vous. Malgré les problèmes de connexion et les appels téléphoniques du travail, j'ai beaucoup apprécié cette première rencontre. Et je voulais vous remercier du coup pour avoir fait partager cette on se retrouvera en octobre. Avec plaisir. Merci Lisa. Mais oui, avec grand plaisir. Mais oui, ça fait toujours plaisir. J'ai une question pour Marc. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'hôtel pour le congrès? Alors, d'abord, dans le prolongement de ce qu'a dit Lisa, j'ai mis dans l'onglet discussion le lien vers la page YouTube de l'AFDAF où on pourra trouver le replay de cette soirée ainsi que les replays d'autres ateliers, les raconte-moi, les livres ouverts et plein d'autres choses. Voilà, hein, c'est ça. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est arrêter l'enregistrement maintenant, hein, pour en tout cas cet atelier, et puis poursuivre hors enregistrement notre conversation. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci Nathalie, merci à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai une question pour Nathalie. Si Nathalie a organisé des ateliers pour ce que vous avez proposé, là, montrer l'étoile avec les tarots. Ça m'intéresse. Je ne connaissais pas du tout et je trouvais ça super. Il y a un site. On a un site. D'accord. Tu tapes l'étoile évolutive et tu tombes sur le site. D'accord. Et là, effectivement, tu vas trouver toutes nos formations. Et d'ailleurs, tu peux me laisser, un message. Comme ça, du coup, je répondrai par rapport à ta demande. Mais effectivement, nous organisons des formations, des ateliers par rapport à l'étoile évolutive. Ok, parfait. Merci. À conseiller. Merci beaucoup. Passez des bonnes vacances. Prenez soin de vous. Rendez-vous donc le 19 octobre 2023 pour une nouvelle saison. Alors et de nouvelles découvertes. Une très belle date. Hein, voilà. C'est le 19 octobre que ça reprend. C'est fou. À bientôt.